Bonjour à tous et bienvenue à la section 4.8 où est-ce qu'on va parler d'énergie, de travail et de puissance dans le monde de rotation. Donc ce sont trois termes qu'on a déjà vus, mais en translation, ben là ici on va les regarder en rotation. Donc on veut calculer l'énergie cinétique totale d'un objet qui se déplace, donc il peut avoir une translation et une rotation en même temps. On veut analyser une situation de rotation avec le principe de conservation d'énergie, hein, c'est la suite logique du premier objectif. Puis ensuite, on veut aussi déterminer le travail et la puissance générée par un moment de force. Alors allons-y tout de suite avec l'énergie cinétique totale. On a déjà vu les deux types d'énergie cinétique, mais on les a vus dans des situations là, séparées. Okay? Donc on a vu que l'énergie cinétique de translation, c'est une demi masse fois vitesse au carré. On ne l'appelait pas comme ça à l'époque, mais maintenant on sait que c'était une énergie cinétique de translation parce que c'est un objet qui se déplaçait. Hein? Et maintenant, ben, on sait que notre énergie cinétique de rotation, c'est une demi moment d'inertie fois oméga carré. Hein, on a vu ça à la section 4.1. Donc, l'énergie cinétique totale d'un objet qui se déplace et qui tourne en même temps, eh bien, ce sera essentiellement l'addition de ces deux choses-là. Par contre, il va y avoir une petite nuance. C'est que la translation, on va considérer que c'est le déplacement du centre de masse de l'objet. Et pour ce qui est de la rotation, on va considérer que c'est une rotation autour du centre de masse et non pas autour du... Bon, ben, l'axe de rotation est situé le plus clair du temps, là, exactement sur le centre de masse. Mais ce qui est important ici, c'est de comprendre que la rotation, on va la poser à un endroit autour du centre de masse. Okay? Exactement comme si notre axe de rotation était toujours à notre centre de masse. Bon. Et donc, on obtient la chose totale suivante. L'énergie cinétique totale, c'est une demi-masse fois vitesse du centre de masse de l'objet, plus une demi fois l'inertie du centre de masse de l'objet, c'est-à-dire autour du centre de masse de l'objet, fois oméga carré. Donc, le ICM, là, ça veut essentiellement dire ça, que notre moment d'inertie, il faudra faire attention de supposer que notre moment d'inertie est calculé avec un axe de rotation qui passe exactement au centre de masse de l'objet. Donc, dans le plus clair des temps, ça ne sera pas si compliqué que ça, parce que ça va être tout simplement de supposer que l'axe de rotation est en plein dans le centre de l'objet. OK. Donc, on a vu une première équation. On va reprendre un exemple qu'on a vu à la section 4.7 ou quelque chose de très semblable. Puis là, on va la regarder avec notre énergie cinétique. OK? Donc, on a un cylindre de 12 kg qui a un rayon de 20 cm. Donc, on réutilise le moment d'inertie qu'on avait calculé à la section 4.7, c'est-à-dire 0,24 kg fois des mètres carrés. Il roule vers le bas du plan incliné à 50 degrés. Donc, c'est exactement la même situation que l'exemple 2 de la section 4.7. On avait trouvé aussi l'accélération angulaire, c'est 25 radians par seconde. On cherche l'énergie cinétique que le cylindre va gagner en parcourant 1,6 mètres sur le plan incliné. Donc, on utilise notre petite relation pour déterminer l'accélération linéaire du centre de masse. Hein, on va en avoir de besoin parce que je vous rappelle que l'énergie cinétique de translation dépend de la vitesse de translation. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on veut l'accélération linéaire. Là. Donc, à partir de ce alpha-là, on peut venir le trouver. Donc, c'est rayon de 0,2 fois le alpha qui vaut 25. Ça donne 5 mètres par seconde carré. Donc, ça, c'est l'accélération du centre de masse de mon objet. Okay? Puis, on veut qu'il se déplace de 1,6 mètres vers le bas du plan incliné. Donc là, on va utiliser une équation du MUA pour le centre de masse. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est trouver la vitesse quand on a parcouru 1,6 mètres. Donc, on veut trouver la vitesse rendue ici. Là. Donc, on utilise la quatrième équation du MUA. Ma vitesse initiale en haut, c'était 0. 2 fois l'accélération linéaire de 5 qu'on vient de trouver, fois le déplacement. Là, c'est x final moins x initial qui donne 1,6 mètres. Donc, on trouve une vitesse finale de 4 mètres par seconde. Très bien. Ça, on va l'utiliser pour trouver notre énergie cinétique finale là, de notre cylindre. Donc, tout d'abord, on va utiliser notre relation pour trouver la vitesse
angulaire, donc c'est tout simplement vitesse linéaire divisée par le rayon. Donc c'est le 4 qu'on vient de trouver divisé par le rayon de 0,2. Ça donne 20 radians par seconde. Très bien. Maintenant, on a tout ce qu'il faut pour calculer nos deux énergies cinétiques. L'énergie cinétique de translation, c'est 1/2 la masse du cylindre fois sa vitesse linéaire du centre de masse. Ça, c'est le 4 qu'on a trouvé à la diapo précédente. Plus 1/2 fois le moment d'inertie, qui est le moment d'inertie de 0,24, qu'on avait trouvé aussi là, à la section précédente, fois la vitesse angulaire au carré. Vitesse angulaire, c'est le 20 radians par seconde qu'on vient de trouver. Donc, on plug ça là-dedans. Voilà, ça me donne 144 joules d'énergie. Là, on peut se poser la question, est-ce que l'énergie est conservée dans le mouvement? Et donc, pour faire ça, on peut aller regarder quelle était l'énergie potentielle gravitationnelle initiale. Hein, parce qu'on s'entend ici, là, initiale, j'avais une hauteur, donc j'avais une énergie potentielle gravitationnelle. Et finale, je n'avais plus de hauteur, mais j'ai une vitesse, donc j'ai une énergie cinétique. Donc, techniquement, s'il n'y a pas eu de perte d'énergie, ben, comme on le sait, l'énergie doit être conservée. Donc, on va venir voir c'est quoi l'énergie potentielle gravitationnelle en haut, initiale, avant que ça commence à descendre. Et donc, pour faire ça, ben, on doit utiliser un axe Y qui pointe vers le haut, comme on l'a vu au chapitre 3. Je sais que j'ai parcouru une distance de 1,6 m sur un plan incliné à 50 degrés. Donc, ça veut dire que ma variation de hauteur, c'est égal à 1,6 fois sin de 50. Donc ça donne le 1,226 que vous voyez ici. Une autre façon de l'écrire, ben là, on l'a plugué directement ici. Là, c'est mg fois 1,6 sin de 50. Donc ça donne ce calcul-ci. On trouve 144 joules. Donc là, voyez-vous, 100% de l'énergie potentielle gravitationnelle que j'avais ici en haut a été transformée en énergie cinétique. 144 joules quand on est rendu en bas. OK, donc c'est bien. On a vu que l'énergie est conservée. Mais par contre, on l'a traité cet exercice-là là, à la section 4.7. On a vu qu'il y avait du frottement avec le plancher. Alors la question que j'ai pour vous, c'est pourquoi est-ce que le frottement ici n'a pas enlevé d'énergie comme on est habitué de le voir? Parce qu'il y avait du frottement statique. Et donc normalement, on est habitué de voir du frottement statique ou du frottement cinétique là, qui fait du travail négatif, du travail non conservatif négatif. Et ça voudrait dire que ça aurait enlevé de l'énergie au système. Sauf que dans un cas comme celui-ci, le frottement n'a pas enlevé d'énergie. Donc, qu'est-ce qui a fait le frottement et pourquoi? Donc, pourquoi le frottement n'effectue pas un travail non conservatif qui diminuerait l'énergie du système, comme on est habitué de voir là au chapitre 3. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le frottement n'a pas enlevé d'énergie cinétique. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a permis de transformer une partie de l'énergie cinétique en énergie cinétique de rotation. Okay? Parce qu'imaginez-vous un instant qu'il n'y a pas de frottement. Zéro frottement. Si on dépose un cylindre sur un plan incliné, ben, le cylindre va juste glisser sans rouler. Donc le fait qu'il y ait un frottement, ça n'enlève pas d'énergie. Ça fait juste transformer une portion de l'énergie en rotation. Et cette rotation-là vient avec une énergie cinétique de rotation, bien sûr. Et donc, c'est ça que ça fait le frottement ici, là. Il ne fait que transférer une partie de l'énergie gravitationnelle en roulement. Et pour nous en convaincre, on va aller le calculer. On va le démontrer. Okay? Mais juste avant de faire ça, on va avoir besoin de trouver c'est quoi le travail de rotation. Hein? On avait vu le travail de translation. Évidemment, on ne l'appelait pas comme ça à l'époque parce qu'on connaissait juste ça, la translation, là. Mais maintenant, on sait que le travail qu'on faisait au chapitre 3, c'était un travail de translation. Donc, le travail de translation, je vous rappelle que c'était le produit scalaire entre la force et le déplacement. Puis, il y avait deux façons de calculer ça. F fois S fois cos de θ, ou bien composante en X de F fois composante en X de S, plus composante en Y de F fois composante en Y de S. Okay, c'était les deux façons. Pour ce qui est du monde en rotation, on fait tout simplement remplacer par l'équivalent. On avait vu que l'équivalent de la force en rotation, c'est un moment de force. Et on avait vu que l'équivalent d'un déplacement en rotation, c'est un déplacement, mais d'angle. C'est une variation d'angle. Donc, une variation de position angulaire. Donc, ça, c'est mon équation pour le travail de rotation. Et ici, c'est ça qui se passe, c'est que mon frottement, il crée de la rotation.
Donc, on va aller calculer le moment de force fait par le frottement. Et on avait vu à la section 4.7, dans notre exemple 2, on l'avait calculé le frottement. Okay? Donc, je retourne chercher ce frottement-là, c'était 30 newtons. Okay? Donc, on réutilise notre frottement de 30 newtons. Donc, c'est moment de force, comme on le sait, c'est RF sin de 90. Donc, un rayon de 0.2, un frottement de 30 newtons et sin de 90, ça donne 1. Donc, on fait le calcul, ça donne 6 newtons fois mètre. Ça, c'est le moment de force du frottement. Mon déplacement angulaire, mon delta θ, je peux le trouver à l'aide de ma petite équation qui me permet de mettre en relation le monde linéaire et le monde angulaire. Donc, c'est tout simplement le déplacement linéaire divisé par le rayon. Mon déplacement linéaire, c'est 1,6 m. Mon rayon, c'est 0,2. Donc, je divise ça par ça. Ça me donne 8 radians. Très bien. Maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour calculer le travail de rotation. Travail de rotation, on a dit, c'est le moment de force fois le déplacement angulaire. Le moment de force, c'est le 6 que j'ai trouvé ici. Puis, le déplacement angulaire, c'est le 8 que j'ai trouvé ici. 6 fois 8, ça donne 48 joules. 48 joules, c'est le travail fait par le frottement. Maintenant, si je m'en vais calculer juste l'énergie cinétique finale de rotation de mon cylindre quand il est en bas. On l'a déjà fait il y a 2 diapos. Là, hein? C'était 1/2 fois le moment d'inertie fois oméga carré. Bon, le moment d'inertie c'était 0,24. Le oméga, on avait trouvé 20. On fait le calcul et on obtient, voyez-vous, 48 joules. Exactement. C'est-tu un hasard que c'est la même chose? Ben non, c'est pas un hasard. C'est justement ça qui fait le frottement. Okay? Le frottement, il prend une portion de l'énergie gravitationnelle initiale et il va la transformer en rotation. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve toute l'énergie qui a été prise par le frottement, elle a été donnée à la rotation. Donc, c'est pour ça qu'on a une énergie cinétique de rotation. Et le reste de l'énergie cinétique, ben, c'est l'énergie cinétique de translation qui, elle, provient du déplacement là, du centre de masse vers le bas. Okay? Donc, fin du premier exemple. Deuxième exemple, un cylindre homogène de 20 cm de rayon pesant 12 kg, donc encore le même moment d'inertie. Hein? Ça aussi, on l'a fait à la section 4.7, je pense que c'était l'exemple 1. Donc, mon cylindre, il y a une corde autour qui est enroulée, puis avec un bloc suspendu à son extrémité. Bon. On dit tourne autour d'un axe horizontal sans frottement. Initialement, au repos. On accroche un bloc de 2 kg à une corde enroulée autour du cylindre. On cherche la vitesse du bloc après 30 cm de chute. OK, puis on va essayer de le faire avec les énergies. Donc, les données initiales. Vitesse linéaire initiale du bloc, c'est 0. Vitesse angulaire initiale du cylindre, c'est 0. Tout est au repos. La hauteur initiale du bloc, c'est 0,3 m. Et la hauteur finale du bloc, c'est 0. Hein, parce qu'on commence à une hauteur de 30 cm, puis on veut savoir 30 cm plus bas, je suis rendu où? Je suis rendu à quelle vitesse? Donc, ce sont mes données là, pour le bloc. Donc, l'énergie totale initiale du système, c'est l'énergie potentielle gravitationnelle du bloc, plus l'énergie cinétique initiale du système. Là, il faut faire attention, parce que maintenant, on sait qu'on a 2 types d'énergie cinétique. Énergie cinétique de translation et énergie cinétique de rotation. Donc, l'énergie potentielle gravitationnelle du bloc, c'est tout simplement mgy initiale, comme on a vu au chapitre 3, là. Rien de nouveau ici. L'énergie cinétique totale, c'est l'énergie cinétique de translation de mon bloc, donc 1/2 masse fois vitesse initiale au carré, plus l'énergie cinétique de rotation du cylindre, donc 1/2 moment d'inertie fois oméga initial au carré. On utilise les valeurs qui sont là, on plug aussi nos masses, nos rayons et tout ça. On fait le calcul, on obtient 5,88 joules. Très bien. Et là, on veut aller comparer ça à mon énergie totale finale. Donc, mon énergie finale, c'est toujours mon énergie potentielle gravitationnelle, mgy finale, mais là, on comprend que mon bloc, il va être en bas vis-à-vis de la hauteur 0, donc il n'y aura pas finalement d'énergie potentielle gravitationnelle initiale. Plus l'énergie cinétique finale, donc c'est la même chose, l'énergie cinétique de rotation du bloc quand il est en bas, et énergie cinétique de rotation de mon cylindre qui est ici, quand le bloc va être rendu en bas. Donc, on a dit mgy finale, c'est 0 parce qu'on est à la hauteur finale égale à 0. Mon énergie cinétique de translation, c'est 1/2 fois la masse du bloc fois la vitesse finale du bloc, que je ne connais pas, hein, c'est mon inconnu ici. Plus 1/2 moment d'inertie du cylindre. Moment d'inertie du cylindre, c'est vaut 0,24.
Et mon oméga, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je l'ai remplacé par vitesse linéaire sur rayon. OK? Ça, c'est ma petite relation là, qui me permet de relier le monde linéaire avec le monde angulaire. Là. Souvenez-vous, on en a vu 4, là. Donc, c'est de là que ça vient. Donc, j'ai tout simplement remplacé le oméga par vitesse finale sur le rayon. Mon rayon, c'est 0.2, donc je l'ai remplacé. Je peux faire le calcul ici. Et ma vitesse finale, ça, c'est mon inconnu. Donc, vous voyez que mon énergie finale totale, quand je fais l'addition là, de mes deux termes ici, ça me donne 4 fois vitesse finale carrée. Et je sais que cette énergie mécanique-là doit être égale à l'énergie mécanique initiale que j'ai trouvée à la diapo précédente. Donc, ceci doit être égal à mon 5,88 joules. Donc, j'isole vitesse finale. Et voilà, 1,21 mètres par seconde. Conservation d'énergie quand j'ai de la rotation et de la translation en même temps. Ça se fait comme ceci, comme vous venez de le voir. Ensuite, la puissance en rotation. Elle aussi peut être définie à l'aide de notre définition linéaire en remplaçant tout simplement avec les paramètres là, de rotation. Donc, ma puissance instantanée, on avait vu que c'est le produit scalaire entre la force et la vitesse. Bien, dans le monde de rotation, la force devient un moment de force et la vitesse devient une vitesse angulaire, tout simplement. Petit exemple, rapide. J'ai un cycliste qui pédale en effectuant un moment de force de 15 newtons x mètre. Sachant que le pédalier tourne à 90 tours par minute à vitesse angulaire constante, on cherche la puissance fournie par le cycliste. Ça, c'est une rotation, donc on doit utiliser l'équation qui est ici. Première chose, on nous donne la vitesse oméga, là, la vitesse angulaire, on la donne en tours par minute. Moi, je veux des radians par seconde, parce que c'est ça mes unités du système international. Donc, vitesse angulaire. 90 tours par minute, ça veut dire 90 fois 2 pi radians. Parce que 1 tour, c'est 2 pi radians. Divisé par 1 minute, converti en secondes, donc c'est 60 secondes. Je fais le calcul de ça, ça me donne 9,425 radians par seconde. Très bien. Ensuite, j'ai tout ce qu'il faut pour plugger dans mon équation. Parce que le moment de force est donné ici. C'est directement à 15 newtons x mètre. Bon, normalement, on vous aurait fait calculer le moment de force, mais là, ici, on le donnait. C'était juste pour pratiquer là, cette petite équation-là, qui est quand même assez simple quand on y pense. Là. Donc, ma puissance de rotation, c'est mon moment de force de 15 fois ma vitesse angulaire, qui est 9,425. On fait le calcul et ça nous donne notre réponse, 141 watts. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour ce qui est de la puissance. Donc, c'est la fin de la section 4.8. Je vous revois très bientôt pour la 4.9.